Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinar. Alors Bonjour. un webinar qu'on va consacrer à la RSE et Valentine va nous présenter 10 actions concrètes à mettre en place. Alors de façon assez simple, même certaines actions peuvent être même ludiques. L'idée est de démontrer qu'en fait on peut agir en RSE sans engager des millions d'euros de budget et le faire au quotidien en embarquant les managers et les collaborateurs. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Bonjour Lisa, bonjour Marion, bonjour Aline, ça a l'air bon. Je vais te laisser Valentine te présenter. Oui, bien sûr. Je suis DRH chez Trainme. Notre métier, c'est notamment de pouvoir accompagner les entreprises dans la mise en place de dispositifs sport et bien-être. Ça touche en quelque sorte un volet de la RSE. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et surtout, depuis que je suis arrivée, j'ai aussi cette casquette justement RSE de définir notre politique et de mettre en place ensuite les actions qui vont de pair et qui font avancer les choses et qui font que ce ne sont pas juste des belles paroles ou en tout cas des jolis écrits, mais que ça se traduise au quotidien. Voilà Hop. pour me présenter. Alors rapidement, là, puisqu'on introduit le sujet, on va tout de suite vous poser une question. Est-ce que votre entreprise a structuré sa stratégie RSE? Ce qui me permet de boire un peu d'eau au passage. Bonjour Laurent, bonjour Yves. Alors, bon, pour l'instant, on est une cinquantaine. Vous êtes 40 à avoir voté. Je vous laisse quelques secondes. Alors, ça donne quoi? Bon, ça Ça donne donne, plutôt non en cours en majorité. c'est ça. Bon, c'est pas une grande surprise, hein. Non. Je m'attendais un petit peu à ça. Moi aussi, je suis pas très surprise. Comment tu définis la RSE de ton côté, Valentine? Ouais. En fait, quand je suis arrivée chez Trainme, le premier travail, c'était de faire un état des lieux de l'existant, ce qu'on mettait déjà en œuvre, et de travailler sur la il y avait un gros travail de définir aussi ce qu'est Trainme, sa culture, comment on fonctionne, etc. On a travaillé sur une plateforme de marque pour définir notre vision, notre ambition, etc. Et dans ce travail-là, il y a eu tout un sujet et tout un focus fait sur la RSE. Et ensuite, la difficulté sur le sujet, c'est que ça touche plein de thématiques très diverses et variées où on n'a pas toujours la compétence. Nous, en l'occurrence, on a profité aussi notre OPCO et d'un cabinet spécialisé pour nous aider à définir justement nos grands engagements. En gros, on a eu un travail vraiment d'analyse à la fois de nous, qui on est, de notre contexte et des attentes sur notre activité et sur notre marché, et des attentes. Je parle pas seulement, par exemple, de nos clients, mais vraiment de toutes nos parties prenantes. Donc, on a auditionné aussi ces parties prenantes. On a questionné effectivement en interne, et puis ensuite, on a travaillé d'ailleurs en collaboration aussi avec nos salariés et nos collaborateurs sur OK, on a défini maintenant quelques grandes lignes. Vous allez nous aider à définir la roadmap. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme action dans cette roadmap? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent, etc. On s'est fait un peu accompagner, et puis surtout, vraiment, ce qui me semble fondamental, c'est d'analyser en fait, d'analyser là où on en est déjà, comment on se place et là où on a envie d'être demain, quoi. Alors, souvent dans les entreprises, quand on demande aux boîtes qui s'occupe de la RSE chez vous, Ouais. c'est un peu la question qui tue parce que souvent on va te dire dans des petites boîtes, ah bah c'est le ou la RH.
Mm. Mais le ou la RH qui vient en plus prendre la RSE de son quotidien, ça n'a pas forcément toujours de sens. Est-ce que toi, c'est organisé comment? Bah, Est-ce moi, en qu'il y a l'occurrence, ouais. Pardon, excuse-moi, est-ce dis-moi. qu'il y a quelqu'un qui est en charge, qui est identifié comme pilote des projets RSE? Bah, en l'occurrence, effectivement, c'est moi. Et j'ai vraiment eu cette casquette dès le début en arrivant chez Tremi. Et là, plus on avance et plus, en fait, j'embarque aussi du monde. Donc, dans les actions que tu mets en place, tu vas pouvoir identifier justement des ambassadeurs, des personnes qui sont sensibles à la cause. Et puis, dans toutes les étapes de définition de ta politique RSE et dans la mise en place des actions, c'est important d'engager les collaborateurs, donc de les embarquer dans le projet, ce qu'on a fait assez régulièrement. Et c'est comme ça qu'on a vu émerger justement des responsables de projets sur certaines thématiques en particulier. Je crois qu'on en parle un peu après, mais par exemple sur le numérique, on a quelqu'un qui a repris un peu le sujet et ainsi de suite. Mais c'est Ok, porté à mon niveau. Et après, bah, il y a des, si tu veux, dans la division des sujets, chacun a un peu son pilote, quoi. ok, top. On va rentrer dans les 10 actions concrètes. Mhm. Alors, la première action, c'est réaliser un bilan carbone. Alors, j'avais un chiffre là-dessus pour introduire un baromètre qui a été réalisé en 2024 auprès de 944 entreprises qui indique que 60% des entreprises qui ont réalisé un bilan carbone sont des entreprises de moins de 50 salariés. Ouais, C'est intéressant. c'est très intéressant. Ouais. Non, mais c'est pour ça que d'ailleurs il faut que les grands groupes se prêtent au jeu parce qu'on a en fait en tant qu'entreprise on a notre responsabilité pardon au moins enfin la première responsabilité qu'on voit en RSE, c'est écologiquement parlant et sur les notions d'environnement, sur le volet environnemental de la RSE. Mais même plus largement, en fait, oui, les sociétés ont leur rôle à jouer. Elles ont un impact fort sur tous ces sujets, que ce soit sociétal, environnemental, économique. Elles peuvent pas passer à côté. Et il faut d'ailleurs elles s'engagent et à la fois pour la société de demain avec un grand S, donc le monde de demain, mais aussi pour elles, pour perdurer et pour s'inscrire dans une pérennité parce que peut-être qu'à date, justement, on va dire les jolies phrases suffisent, mais dans quelques temps, quand par exemple là, bientôt, il va y avoir certaines exigences sur avec la loi, enfin la loi, toute la dynamique CSRD, elles vont être obligées de reporter sur les notions extra-financières. Et du coup, on pourra comparer d'une année sur l'autre si elles se sont contentées d'engagement sans mettre en place les actions ou si réellement elles ont mis les actions en place. Et le bilan carbone, en gros, c'est une première action qui est quand même importante parce que justement, ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec la notion d'analyse, c'est que ça place un point de départ. En fait, ça permet de quantifier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est évaluer justement nos émissions CO2, donc faire un bilan carbone sur l'entièreté de nos scopes et à tous les endroits de la chaîne de valeur. Et donc, c'est un bon point de départ pour savoir justement où est-ce qu'on en est et si demain ce qu'on déroule comme action, ça a pertinence et ça a son impact réel. Donc c'est hyper important pour moi. Et en plus de ça, tout à l'heure, je parlais justement un peu d'engagement des collaborateurs. En l'occurrence, dans le bilan carbone, on interroge aussi les collaborateurs sur leurs moyens de transport, sur leur alimentation, etc. Et nous, on est passé en l'occurrence par Samy, donc, qui est un partenaire. Et Samy dresse ensuite
une évaluation individuelle que reçoivent les collaborateurs et avec en parallèle des actions qu'ils peuvent mener pour réduire leur empreinte carbone. Donc, on a aussi cette influence-là en interne et ensuite en le publiant en externe, mais ça contribue justement à engager un peu tout le monde dans cette démarche-là. Donc, bien sûr qu'avec le poids que peuvent avoir les grands groupes, moi, ça me paraît fondamental, voire inévitable, de réaliser ce bilan carbone. Et je trouve ça assez fou qu'ils le fassent déjà, enfin qu'ils le fassent pas, quoi. En plus, moi j'ai des clients qui me le demandent, par exemple. Tu as des appels d'offres qui t'obligent aussi à les réaliser aujourd'hui. Donc c'est quelque chose. Enfin, je dis ça parce que je me dis que de toute façon, par la force des choses, ça va devenir obligatoire parce que les entreprises vont perdre des marchés. Exactement. En fait, c'est s'engager en matière de RSE, c'est aussi une demande de toutes nos parties prenantes. En interne, les talents, ils le disent, ils ont besoin de retrouver du sens, mais plus seulement du sens dans leur mission, mais dans leur organisation. Et donc, c'est un facteur d'attraction, de rétention, de fidélisation. Donc ça, c'est pour l'interne. Les clients, effectivement, le demandent de plus en plus. Et les autres entreprises veulent de moins en moins travailler avec des entreprises qui ne sont pas en phase avec leurs valeurs et leurs méthodes, parce qu'elles se font aussi, à partir du moment ensuite où on a défini des objectifs, eh bien, il faut travailler avec des personnes qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, plus largement, les transformations qui sont en cours, on se rend compte que c'est plus seulement des sujets business, mais c'est plus large que ça. C'est un sujet de société, ce que je partageais tout à l'heure. Donc oui, ça ne m'étonne pas que tu aies des clients qui demandent. Tu as cité Samy comme partenaire. Il y a aussi ADM, Carbo, il y en a plein aujourd'hui. Je vous mets Samy en lien à titre d'info si vous voulez aller regarder. Ce qui est intéressant alors nous on a travaillé avec Samy, donc je ne peux que parler de Samy, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que au-delà de ensuite quantifier justement les émissions qui sont liées à notre activité, ça permet d'identifier justement des actions quick win qu'on peut mettre en place rapidement pour justement changer à certains niveaux nos émissions, et ensuite de poser de mettre le doigt plutôt sur des éléments de notre chaîne de valeur qui méritent d'être approfondis et sur lesquels il y a des transformations plus importantes à opérer. Et donc, du coup, cette double lecture, elle est aussi intéressante, et c'est ce qui est sympa d'ailleurs avec Samy, de pouvoir se faire accompagner et de ne pas s'arrêter à juste un chiffre d'intensité collaborateur ou autre chose comme ça, mais d'avoir, maintenant, comment on fait pour faire bouger les lignes, quoi. Ouais. Alors, le deuxième point, c'est mettre en place un forfait mobilité durable. Alors, qu'est-ce que j'ai comme chiffre? J'ai une étude OpinionWay qui a été réalisée en 2024 auprès de 800 sociétés qui dit que 25% des entreprises l'ont déjà adopté et 36% envisageaient de le faire. Alors, on va vous demander, avant d'en parler à vous, est-ce que le forfait mobilité, c'est quelque chose qui est déjà en place? Oui, non, ou est-ce que c'est en cours dans votre entreprise? Je te laisse un peu, toi, nous dire ce qu'il en est dans ta boîte, Valentine. Ouais. Alors, nous, c'était à la fois, du coup, je disais tout à l'heure qu'on a questionné nos collaborateurs sur ce qu'ils aimeraient aussi voir mis en place, et c'est des choses et le forfait mobilité durable est largement ressorti à plusieurs reprises dans les différentes enquêtes qu'on a menées en interne. Et donc, on a effectivement construit ce forfait mobilité durable. Il y a plein de
comment dire, de manière de financer justement la mobilité douce, donc le fait de venir soit en vélo, en trottinette, etc., en gyropode et tout autre moyen de transport qu'on appelle doux. Il y a plein de moyens et nous, ce qu'on a choisi, c'est de financer à hauteur de 45 € par mois, justement, le recours à cette mobilité douce. On s'est calqué justement sur les transports publics à Paris. L'idée, c'était justement d'influencer et de motiver justement l'utilisation du vélo ou autre. Et en se disant que c'était pas seulement un sujet court terme, parce que certaines entreprises, par exemple, décident de plutôt faire un forfait annuel ou même en une fois, de dire bon bah voilà, on verse 200 € si vous avez recours à ce moyen de transport. Nous, on s'est plutôt dit que c'était un investissement sur le long terme et que ça permettrait justement ces 45 €, ça permettrait de pouvoir prendre en charge les dépenses aussi qui sont liées à l'entretien, à la sécurité, etc. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent être travaillées. Typiquement mettre en place, adapter l'infrastructure des locaux avec un parking vélo, avec des casiers pour les cyclistes, mettre en place des douches, et ensuite créer aussi une culture, alors on va dire vélo taf, mais ça peut être d'autres moyens de transport. Ça, c'est ce qui paraît hyper important. Et dans la mobilité douce, donc là, on parle du forfait mobilité durable, donc ça touche nos collaborateurs directement. Mais de notre côté, on ne s'est pas limité vraiment à l'interne, puisque donc on travaille tous les jours avec des intervenants qui vont, par exemple, être des coachs sportifs qui se rendent dans les entreprises pour justement coacher les collaborateurs de nos entreprises clientes avec lesquelles on travaille. Et donc, du coup, on s'est dit qu'eux aussi, on devait les inciter à utiliser ce mode de transport. Et donc, ce qu'on est en train de travailler, c'est de construire des partenariats avec des sociétés qui permettent de financer l'achat de vélos. Donc, généralement, faut pas se contenter d'une action, mais si on a décidé de œuvrer, nous, ça fait partie de nos engagements, justement, favoriser la mobilité douce. Et donc, du coup, on se contente pas de l'interne, mais on essaye de rayonner aussi beaucoup plus largement et d'avoir effectivement une influence sur nos parties prenantes aussi, quoi. Bon, le résultat du sondage, il est pas brillant non plus, hein. Non. Bon, après, c'est toujours pareil, la mobilité douce, si tu es en province et que tes collaborateurs habitent à 30 minutes de voiture ou 3/4 d'heure, 1 heure, c'est forcément tout de suite moins évident. C'est Je quand suis même, je d'accord. trouve, quelque chose qui répond plus à un besoin dans les grandes villes. Dans les grandes villes. Après, en fait, c'est pour ça que le diagnostic, il est important dès le départ. Parce que, comme toute politique, une politique RH, c'est la même chose. Il faut qu'elle soit adaptée, en fait, à l'entreprise, à sa culture, à sa manière de fonctionner. Donc, ce qu'il est possible de mettre en place dans une structure n'est pas forcément adaptable à une autre structure. Et c'est aussi pour ça que l'idée, c'était de partager un maximum d'actions pour que dans ce lot de 10 actions ou 11 actions, vous puissiez piocher aussi ce que vous en interne, ce qui fait le plus sens vis-à-vis justement de chez vous et de votre entreprise. Mais je suis Ouais. d'accord, en province, il y a moins, c'est moins facile, disons. Mais comme en province, tu vois, tu disais 30 minutes, j'ai pas mal travaillé dans des structures où justement, pas forcément parisiennes, et en l'occurrence, 30 minutes de voiture, c'est déjà énorme. Donc généralement, les collaborateurs sont quand même un peu plus proches de leur lieu de travail. Mais les distances sont beaucoup plus importantes. Ouais. Et comme le dit Céline en commentaire, beaucoup de bâtiments administratifs, même neufs, ne prévoient même pas de parking vélo. Ouais.
Oui, ça faut effectivement, en fait, quand on décide de mettre en place, le forfait mobilité durable, faut, un peu réfléchir au-delà de la part financement, aux infrastructures. Parce que si, derrière, c'est impossible de garer son vélo et qu'on est en plein Paris, donc il y a des vols constants, enfin assez Ouais. fréquemment, ouais, faut le penser de manière, assez globale et se mettre à la place des collaborateurs qui viennent en vélo. Mais, typiquement, là où on est, ils ont, à force d'avoir des vélos dans les couloirs, parce que c'était un peu le lieu où tout le monde les rangeait, ils ont utilisé une salle spécialement pour en faire un garage à vélo. Donc parfois aussi, la, le besoin crée l'action. Ouais. Bon, Euh, tu vas pas inciter les salariés à mettre leur vélo non, partout dans les couloirs bien quand sûr même. que non. Je dis juste ce qui s'est passé chez nous. Non, mais ce que je voulais dire, c'est plutôt à force de aussi, enfin à Ouais. force, en portant le Bah, sujet et en le oui, demandant et en prouvant ou que c'est c'est un quand tu es sujet. devant le problème finalement que tu vas chercher des solutions, quoi. Exactement. Ça, c'est souvent comme ça. Il y a Daniel qui dit mon entreprise est à 50 kilomètres de chez moi. Daniel, à mon avis, le télétravail, c'est une meilleure option que, si c'est possible, hein, que le vélo. Alors, le troisième point, c'était organiser un clean-up day ou nettoyage numérique. Alors, le clean-up day, c'est quelque chose qui est au-delà du monde de l'entreprise, hein. Il y a le World Clean-up Day Mm. 2024, par exemple, qui avait permis d'éliminer 184 tonnes de déchets, 8 millions de mégots, par exemple. Bon, c'est une tendance, en fait, mondiale et assez suivie en France. Comment tu l'appliques à l'entreprise? En fait, je trouve que au-delà d'organiser un clean-up day, c'est de faire des focus à des moments et d'accorder du temps à des sujets qui justement nous tiennent à cœur. Et typiquement, le clean-up day, alors ça dépend un peu de ta dynamique aussi et ce que Ouais, je te disais, ton analyse. Donc oui, ça peut passer par aller avec enfin, organiser une action où tu vas dire bon bah tous ceux qui sont volontaires, on va ramasser les déchets à proximité dans notre quartier. La prochaine fois qu'on fait une course à pied, on prend des sacs plastiques et du coup on ramasse tout ce qui traîne. Et nous typiquement, tu vois, dans notre bilan carbone, ce qui ressortait beaucoup, c'était le plus, disons, parce que franchement, on a plutôt un bon bilan carbone, mais c'était la partie numérique. ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, avec justement la personne en charge, la personne qui porte la responsabilité de l'informatique, responsable informatique, on s'est dit que ça serait intéressant d'organiser un atelier qui vise à justement nettoyer nos boîtes mail, nos drives et tout le stockage de documents qu'on fait un peu au quotidien et donner justement des bonnes astuces pour limiter justement ce stockage au maximum. Et donc, on a prévu un temps là pour le coup c'était obligatoire et on a à la fois expliqué comment procéder, on a mis un petit challenge parce que du coup, on a rendu visible justement quel espace était stocké par chacun, enfin, quel espace prenait chaque Ouais. personne et ça équivalait à quoi en termes d'émissions. Et à la fin de, par exemple, l'heure et demie, on faisait les totaux de qui, en proportion, avait le plus supprimé, etc. Donc, on s'est tous connectés au même moment à la même réunion, pardon. Et en fait, on a retrouvé un peu effectivement de challenge entre chacun, de se dire, OK, je veux finir premier de cette top list. Donc, j'applique un peu les règles qu'on me dit et j'efface tout ce qui mérite d'être effacé. Je déstocke un maximum. Donc, ça a beaucoup pris et c'était chouette. Et en plus de ça, ça permettait aussi alors ça, c'était vraiment le plus et ça n'a pas tellement à voir avec la RSE, mais ça a permis aussi de donner de développer un peu les personnes ou de donner un peu de compétences sur de l'organisation et de la gestion de justement de sa boîte mail, etc. Donc, tu vois, on en profite aussi pour parfois faire des connexions et donner d'autres qualités, d'autres compétences aux personnes par justement le biais d'actions RSE. Bon, ça, c'est vraiment le petit plus, quoi. Ouais, puis ça libère un peu de charge mentale aussi de faire le tri, je pense, dans tous les Ouais, fichiers. carrément. Mm.
Ah bah, je pense que oui. Je pense qu'il y en a, ça leur a fait du bien, effectivement. Alors, Non, mais tu as moins de et puis c'est un temps bloqué qui était vraiment obligatoire donc ça et qui est porté par l'entreprise. Donc ça met moins la pression de se dire, «Oh là là, j'ai pas le temps de faire le tri, ouais. OK, je le ferai après quand j'aurai» enfin et en fait, tu vois, parfois chez certains, ça crée effectivement du stress et là, bah, bon, on s'est posé, on a dit: «OK, vous avez ce temps-là pour le faire, on va vous donner des astuces, on va vous accompagner et en plus de ça, on fait un petit jeu». Donc ça Ok. a plutôt, très bien marché et ça, pour le coup, c'est possible, enfin, c'est une action qui est réplicable un peu partout. Mais encore une fois, il faut que ce soit un sujet chez soi, quoi. Mmh. Alors, Yves qui dit beaucoup de lumière électrique allumée derrière Valentine. Non, Yves, c'est un écran, c'est un faux, c'est un fond. Donc pas de souci. Et Daniel nous dit, et celle-là je l'attendais un peu, Valentine, est-ce que Valentine peut nous communiquer son bilan carbone afin d'avoir un modèle? Oui, je peux vous le communiquer, vous donner accès, je ne sais pas par quel moyen, mais on peut trouver oui, on peut réfléchir à comment vous le transmettre, bien sûr. Et Virginie nous dit, lorsque les salariés sont dans l'action, cela fonctionne plutôt bien. Ouais, l'idée, c'est vraiment de Mm, mettre tout le monde en action. D'ailleurs, ça nous fait passer au point 4, qui est offrir une journée RSE à ses collaborateurs. mm. Bah, effectivement, c'était enfin, je pense qu'on l'a a priori bien résumé, mais oui, on a offert une journée, d'engagement, solidaire, où, chacun bénéficie par an, d'une journée de congé, voilà, où l'idée, c'est qu'ils puissent, contribuer à, soit auprès d'une asso, soit, justement, organiser un clean-up day. Enfin voilà, en tout cas, ils ont du temps, pardon, pour se poser sur ce sujet-là et être acteurs aussi de la démarche. Donc oui, on a mis ça en place cette année et ça fonctionne bien. On a des gens qui ont été donnés leur sang, on en a d'autres qui ont travaillé, contribué à mettre en place un jardin partagé près de chez eux. On en a d'autres qui ont donné des cours dans des écoles ou qui ont été jurys. Voilà, plein de choses. Il y a aussi l'organisation d'une course solidaire. Enfin voilà, on a vraiment pas mal d'actions. Et franchement, bah, c'est déjà, ça, du coup, on voit que ça porte ses fruits, que les personnes ont envie de s'engager dans cette démarche. Et puis, ça permet d'identifier aussi la sensibilité de chacun à notre Ouais. niveau. Ça permet de savoir justement ce qui les porte aussi, dans quoi ils s'engagent, etc. Mm. Alors, il y a une question de Stéphane qui dit, comment pilotez-vous ça? Demandez-vous des justifs aux salariés pour ne pas que ce soit considéré comme une journée de congé standard? Alors, on offre, alors nous, on fonctionne, bon, je ne vais pas rentrer dans les techniques de paye, mais en gros, c'est une journée de repos. C'est identifié comme une journée de repos sur les bulletins de paye, etc. Et ensuite, on est sur du déclaratif, à la confiance. Et après, s'ils ont envie, par exemple, de nous partager une photo ou un élément visuel, ils le peuvent, mais ils ne sont pas obligés. Mais on fonctionne, non, on fonctionne à la confiance. On estime que, enfin, on a suffisamment confiance en eux pour se dire qu'ils n'utiliseront pas cette journée pour ne rien faire, disons. Ça nous paraîtrait un peu, comment dire, fou qu'ils aient ce type de comportement, surtout sur ces sujets-là, quoi, où Ouais. on parle de solidarité. Prendre sa journée pour prendre sa journée, ça serait assez dingue. Donc non, non. Après, il le référence pour que, pour le coup, moi, je sois au courant, enfin, pour que tout le monde soit un peu au courant de qui a fait quoi. Il le référence dans un. Donc nous, on fonctionne avec Notion, qui est notre base de connaissances. Il le référence dans une page dédiée où ils ont toute la procédure. Donc, par exemple, pour poser le jour de repos en question.
Ils ont toute la procédure. Ça leur rappelle aussi un peu nos engagements et ce qu'on porte chez Trainme. Et ensuite, ils ont un petit tableau où ils complètent, voilà, j'ai pris telle journée, j'ai mené telles actions et le résultat, c'était ça et c'était cool, quoi. Alors, je l'ai vu pas mal dans des grandes entreprises, là, pour le coup, cette initiative, Mm. qui est un peu faite de façon différente, c'est-à-dire que tu as des grands groupes où ils vont dire, bah voilà, on a 5 causes Mm. et vous pouvez contribuer. Donc, c'est l'entreprise qui va pousser des causes et qui invite les collaborateurs, collaboratrices à se déclarer candidats sur Ouais. un jour, 2 jours. Tu vois, des fois, il y a du mécénat de compétences, Oui. enfin, il y a plein de choses possibles, mais Mm. c'est plutôt fait à l'inverse. Et toi, tu dis qu'en fait, on peut aussi laisser les collaborateurs choisir leur cause finalement et ce qu'ils ont envie de faire. Exactement. On leur partage nos engagements parce que ça nous paraît important, parce qu'en gros, une entreprise, c'est pas juste quelque chose qui se balade dans l'air, c'est un lot de Ouais. personnes. Donc, qu'on soit tous alignés justement sur ces engagements, mais ils sont assez libres. Et après, c'est marrant parce que ça, c'est un peu ma next step, mon étape suivante. C'est que justement, j'aimerais bien lier des partenariats et me rapprocher de certaines associations. Pour faciliter justement Ouais. la prise de cette journée de solidarité, parce qu'il y en a certains qui en fait savent pas, parce qu'une journée ça passe super vite, et donc du coup quelle cause aller où, etc. Donc voilà, de pouvoir fluidifier tout ça, c'est un peu mon étape suivante, effectivement, de me rapprocher de certaines associations, organismes. Ouais, tout à fait. Ok. Alors le 5e point, c'est allonger la durée de vie des équipements. Mm. Oui, parce que, enfin, du coup, en l'occurrence, ce qu'on a fait chez nous, c'est pareil, de mener. En fait, on va auditer sur les sujets environnementaux, on peut auditer un peu notre chaîne de valeur, voir ce qu'il en est, etc. Et puis nous, dans une société de service, finalement, il n'y a pas tant, enfin, la production, bon, on n'émet pas beaucoup de, de CO2. Mais en l'occurrence, on a des outils de travail qui peuvent être consommateurs. Donc, on s'est posé sur le sujet, on a étudié justement un peu on a mis à plat depuis. Les durées de vie de nos machines, de nos PC. Ouais. Ça paraît bête, hein, mais on l'utilise au quotidien. Si on le change tous les 2 ans et qu'on le jette, ce PC, c'est quand même pas terrible pour l'environnement. Donc, on a analysé un peu cette durée de vie et ensuite, on a travaillé sur une politique d'achat et de renouvellement responsable pour qu'il tienne le plus longtemps possible dans la durée. Et pour réparer plus que jeter, et pour quand on décide de s'en séparer, de potentiellement en faire don à des associations. Donc voilà, il y a plein de solutions qui existent. Il est possible d'acheter des PC qui fonctionnent un peu en Lego. Alors je suis pas la meilleure pour parler de ça, mais qui fonctionnent un peu en Lego. Où en gros, quand tu as un élément du PC qui crache, tu puisses le remplacer, parce que c'est ça en fait la problématique aujourd'hui, c'est que les PC, ça coûte plus cher parfois de remplacer une pièce que Que le PC lui-même. Ouais. que le PC lui-même. Donc beaucoup d'entreprises décident de remplacer le PC directement, ce qui n'est pas très bon pour l'environnement. Et donc, tu as des solutions où c'est un peu, tu peux justement, un peu en mode Lego, enlever une pièce et la remplacer par une autre. Et économiquement, c'est plutôt viable. Donc, tu as ces solutions-là, par exemple, qui me viennent en tête là comme ça. Mais... Finalement, c'est un peu du bon sens. du bon sens, mais qui instinctivement n'est pas la première chose qui est faite, parce que souvent on s'attarde plutôt aux critères économiques, tu vois, Ouais. de se dire Ouais. ça coûte moins cher, économique aussi sur le court terme. C'est ça le Mm. sujet parfois.
Alors, le point suivant, c'était recruter par les compétences. Oui, parce qu'on n'a pas je disais au tout début en intro, c'est que la difficulté en RSE, c'est qu'il y a vraiment plein de sujets différents. Et il y a un sujet lié à la diversité et à l'inclusion. Et moi, ce sujet-là, il me tient vraiment à cœur, mais d'une manière un peu différente de ce qu'on peut entendre parfois. C'est que pour justement ne pas être altéré par nos biais cognitifs et du coup, sans le savoir, reproduire des schémas qui ne sont pas les bons pour inciter la diversité et l'inclusion. J'essaye de mettre en place des processus RH qui soient complètement liés à la compétence et uniquement à la compétence. Et donc, de repenser tous nos process RH en ce sens. Donc, dans les process de recrutement, par exemple, ça veut dire de dresser une scorecard, de définir vraiment l'attendu pour ce poste-là et quand on a l'attendu pour ce poste, d'évaluer son candidat avec ces critères-là. Et du coup, ça demande un peu de préparation, hein, mais on a des candidats plus pertinents. Et du coup, on n'est pas soumis aux problèmes, effectivement, aux biais cognitifs qu'on pourrait avoir parce qu'on s'attache uniquement à la compétence. Et on le fait un peu à tous les niveaux. Dans les processus de mobilité, c'est pareil. Dans les people reviews, c'est pareil. Dans les committee c'est pareil. Voilà, c'est un peu moi, une méthode la plus objective, je trouve, pour justement contribuer à une meilleure diversité et une meilleure inclusion. Alors, c'est bien de rappeler ce point parce que effectivement, ça montre aussi que dans le quotidien du travail des RH, notamment en recrutement, bah, il y a cette dimension RSE qui est intégrée des fois sans même le savoir. Tu vois, les gens se Ouais. disent pas, ah bah oui, bah, en fait, si, ça fait partie effectivement de la RSE. Oui, c'est pour ça. Enfin, je pense que c'est pour ça que c'est souvent donné à la fonction RH les sujets de RSE. C'est que dans le volet sociétal, tu as des sujets effectivement diversité et inclusion, tu as le Ouais. sujet du bien-être des collaborateurs, de la santé mentale. Enfin voilà, il y a plein de petites thématiques qui sont très liées justement à la RH. Pas que. C'est pour ça que ça peut être difficile pour la fonction. Mais je pense que c'est pour ça que les organisations arbitrent en ce sens. Alors, le point suivant, c'est former les managers à la santé mentale et à la RSE. Alors, Oui, j'avais un chiffre, une étude qui a été menée hein, par Lefebvre-Dalloz auprès de 820 DRH qui indique que la RSE fait partie du top 3 des priorités de formation. que la RSE ou la santé mentale? La RSE. La RSE. Bah oui, parce que en fait, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce qu'on met derrière et comment on embarque tout le monde. Le biais, enfin, je pense que pour embarquer le monde, il faut déjà que le Ouais. monde sache de quoi on parle. Et donc, du coup, je pense que c'est l'action de base et le point de départ. Enfin, en tout cas, nous, en l'occurrence, c'est comme ça qu'on a fonctionné, d'avoir justement une présentation. C'était pas une formation, mais c'était une présentation assez complète de ce qu'on entend par RSE avant de dire ok bon de Ouais. mener l'audit et de dire bon nos engagements c'est ça, etc. En fait, il faut justement motiver les équipes à se mettre sur le sujet. Ça passe par plein de petits moments. C'est pas seulement une fois que ça joue. Donc, il faut choisir effectivement des moments clés où on peut les sensibiliser, leur apprendre des choses sur le sujet, etc. C'est pour ça que c'est très intéressant ce qu'on peut faire en termes de fresques, enfin, les fresques du climat, ça marche très très Ouais. bien et c'est super. Là, on voit émerger les premiers secours en santé mentale, typiquement, ça c'est pareil. C'est donner de la connaissance et donner du savoir aux gens. Et c'est justement pour avancer, c'est
primordial aussi. Et c'est important, comme tu le dis, de fédérer autour du sujet et que les collaborateurs ne se disent pas, ah, la RSE, c'est une contrainte en plus, quoi. Ouais, Parce que exactement. souvent, c'est perçu comme ça. Mm. Bah oui, pour tout le monde, tu vois, il y en a plein qui se disent, ok, la RSE, c'est des règles, enfin, c'est marrant parce que effectivement, dans les discussions que je peux avoir, même avec des pairs, c'est de se dire, c'est pas trop chiant, il y a plein de règles partout, c'est des sujets Mm. hyper théoriques. Bah, non, en fait, c'est quand on en fait quelque chose de théorique que c'est chiant. Justement, en fait, euh, faut passer par le savoir, donc apporter un peu de matière, mais il y a plein de manières de le faire pour que ça soit suffisamment ludique et suffisamment sympathique pour embarquer justement autour de nous, quoi. Ouais. Ah, Et il faut en parler souvent, ouais. Faut en parler souvent. Mais de toute façon, la formation, c'est enfin, l'action 7, tu vois, en l'occurrence, qui est former les managers, notamment aux risques psychosociaux, parce que du coup, le bien-être collab, c'est une dimension, effectivement, de la RSE. Euh, oui, pour moi, les RH sont, par exemple, responsables de donner des outils aux managers, mais ce sont les managers qui sont en contact des collaborateurs au quotidien, et des signaux faibles, ça ne peut s'identifier que quand on passe du temps et beaucoup de temps avec les gens. Ça porte quand même bien son nom, signaux faibles. Sauf que nous, notre rôle, c'est de pouvoir accompagner les managers dans l'identification de ces signaux faibles, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient sans armes face à ça. Et après, quand ils ont identifié les signaux faibles, bah, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, quelles sont les ressources, etc. Et donc, c'est intéressant de se pencher sur le sujet. Et ce qui peut être fait en la matière, c'est effectivement, donc tout à l'heure, j'ai évoqué les premiers secours en santé mentale, qui est un dispositif qui émerge et que j'aimerais bien tester d'ailleurs. Il est possible de créer des guides, des ressources en pointant les contacts internes, en identifiant le processus quand on voit un signal justement de mal-être ouais. dans la société, de aussi donner des tips, enfin voilà, de créer aussi des moments de partage entre les managers. Donc nous, c'est ce qu'on va faire là très prochainement d'ailleurs, avec un atelier ludique. Ça passe un peu par le jeu. Donc il y a une phase de OK, les risques psychosociaux, c'est ça. Vos responsabilités en tant que manager, c'est ça. Et ensuite, un espèce de jeu où à la fois ils vont partager leurs bonnes pratiques, leur expérience, et en même temps ils vont pouvoir un peu mettre la main à la pâte, entre guillemets, enfin, en tout cas œuvrer sur le sujet. Et puis, vous pouvez même intégrer d'ailleurs ces sujets-là dans les indicateurs de performance des managers, parce que, ben, en fait, avoir des collaborateurs heureux, ou en tout cas bien dans leur métier et bien au quotidien, en bonne santé physique et mentale, ou en tout cas pas à risque, bah, c'est avoir aussi des collaborateurs qui sont performants, qui sont Ouais. efficaces et qui sont engagés. Donc ça peut être introduit par exemple dans les indicateurs de performance. Alors, le point suivant, imposer une charte éthique fournisseur. Mm. Bah, on l'a un peu dit au tout début, c'est de Ouais. s'entourer effectivement de partenaires qui sont dans la même dynamique que nous. Et donc, mais pour identifier qu'ils soient bien dans la même dynamique, eh bien, on peut formaliser ça par une charte éthique. Nous, on a fait plusieurs choses. On a défini effectivement cette charte, qui est quand même pas très commun pour les petites structures. Mmh. Pour le coup, c'est très fréquent chez les grands groupes. Donc c'est une bonne source d'inspiration sur le sujet, les grands groupes. Et donc, du coup, de définir une charte avec les grandes règles à respecter quand on travaille avec nous, hein, donc à transmettre à nos fournisseurs, à nos prestataires, à nos partenaires. Et ensuite, on a aussi créé une grille d'analyse et de sélection de nos fournisseurs pour nos collaborateurs, qui intègre à la fois des critères
qu'on peut retrouver quand on choisit un prestataire ou un fournisseur, Ouais. qui sont le budget, la qualité, etc., mais qui intègrent aussi des critères RSE. Est-ce qu'ils ont des labels? Quels labels ils ont? S'ils n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils mettent en place au sujet de leur politique RH, par exemple, qu'est-ce qu'ils font en matière d'environnement, et ensuite d'avoir une notation pour chaque fournisseur et de pouvoir choisir son fournisseur sur la base d'éléments objectifs et sur le même niveau de comparaison, enfin de pouvoir comparer ce qui est comparable, disons. Donc, on a mis en place ça et on l'utilise au quotidien quand on choisit avec qui on travaille. Donc, c'est assez chouette. Et c'est encore un moment pour justement former nos collabs et les gens chez Training. Alors, le point suivant, tu avais raison en fait, hein, on tient largement 45 minutes. Je suis une bavarde. Je me connais, c'est pour ça. J'ai pas dit ça. Mais moi, je le dis. Alors, proposer des cours de sport en entreprise. Tiens, on va demander un peu. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui? Alors, en même temps, Noël nous demande si la charte éthique, tu la partages ou tu la fais carrément signer en fait à tes partenaires. Ouais, en fait, dans nos process actuellement, ça serait trop lourd et du coup, on a choisi le fait de ne pas la signer à date parce qu'on n'a pas les outils qui permettent de le faire de manière fluide, aujourd'hui en tout cas. Et on s'est dit, vaut mieux. Par contre, on demande à ce qu'on leur partage à nos fournisseurs et on leur demande de nous faire un retour par mail, en gros, bien reçu, etc. Et OK, on a bien pris connaissance du document. On s'est dit que ça serait... En fait, on ne veut pas que ce soit trop contraignant au point qu'elle ne soit pas utilisée et pas suivie. On préfère se dire, OK, on ne formalise pas autant que ce qu'on aimerait, mais au moins, on sait qu'elle va être partagée, envoyée et qu'on aura un retour de nos prestataires. Et qu'en tout cas, chez nous, il y a un geste de la part de nos collaborateurs. On a arbitré plutôt en ce sens-là. Mais j'espère qu'à date, que plus tard, pardon, quand on sera équipé, disons, ça sera plus fluide et on pourra le faire de manière plus naturelle. Ok. Bon, le sport en entreprise, il y a un peu plus de Mais boîtes qui le pratiquent, hein, par rapport aux questions qu'on a posées depuis le début. Mhm. Il y en a quand même beaucoup qui le font pas. Il y en a quelques-unes pour qui Ouais. c'est un projet. Il y a une question, il y a un point qui m'interpelle là en commentaire. C'est Virginie qui nous dit: Je ne partage pas la politique sport en entreprise car c'est déresponsabiliser les salariés. Va falloir m'éclairer parce que. Moi non plus, je suis pas sûre de comprendre. Mais ce que je peux dire je pense saisir en tout cas, c'est que les entreprises, elles ont aussi tout intérêt à s'engager dans le sport en entreprise parce que, au-delà des impacts que ça a sur, par exemple, l'absentéisme, donc il y a des sources telles que FFSE qui ont calculé et ça fait moins 32% d'absentéisme au sein de sa structure. Ça a aussi un impact positif, hein, j'entends, sur les équipes et ça, il y a 88% des entreprises qui le relèvent. Donc, au-delà d'avoir justement un effet positif sur la performance de ces structures, donc, d'où l'intérêt de justement mettre en place des actions de sport au sein de sa société. L'entreprise a un rôle à jouer sur la prévention santé pour réduire la sédentarité, réduire le stress, réduire les troubles musculo-squelettiques. Je peux prendre des exemples. En industrie, par exemple, si vous avez envie que vos collaborateurs ils perdurent dans le temps et qu'ils ne soient pas malheureusement soumis justement à ces risques Ouais. de TMS, il faut pouvoir aussi leur proposer des actions qui vont dans ce sens-là. Et le sport, c'est
c'est ce qui a, enfin, on va à la racine en fait du sujet et on prend les devants. On n'attend pas que le problème soit arrivé. Donc bon, on a ça. Et puis ensuite, ça a aussi un impact sur le collectif. On le voit, il y a une meilleure ambiance, on en ressort avec une meilleure énergie, une meilleure cohésion sociale. Ça renforce le lien et ça met au même niveau l'ensemble des collaborateurs qui participent à ces actions de sport. Donc, nous, on le dénote et on le relève vraiment dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille et en interne, parce que forcément, on en fait aussi beaucoup du sport en entreprise. Donc non. Le peu que j'ai compris de cette phrase, j'avoue que je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, moi non plus. Euh, Ah oui, il y a la question, Les on douches, dit non? ouais, les douches. Comment on fait quand il n'y a pas de douche? En fait, il y a plein d'activités. Il y a le sport et il y a l'activité physique. On peut aussi mettre en place de l'activité physique qui fait qu'on bouge. L'important, c'est d'être en mouvement, au-delà de faire du cardio training, etc. Bon, ça permet de se défouler, mais il y a des activités physiques qui justement ne font pas transpirer, qui ne nécessitent pas de douche. Et après, on peut aussi choisir les horaires en conséquent. Ça Ouais. peut être plutôt la fin de journée, comme ça vous rentrez chez vous. Voilà. En tout cas, nous, quand on accompagne des entreprises sur le sujet, cette question de la douche, on la dépasse assez rapidement en s'adaptant justement aux contraintes de l'organisation en face et de l'entreprise en face. Et en étudiant justement tous ces éléments qui peuvent être des freins, mais qui finalement ne le sont pas tant. Ok. Et le dernier point qui était abordé, c'est la continuité du sport, je dirais, hein, les ateliers bien-être, santé. Oui. En fait, c'est intéressant parfois de faire certains focus sur nos sujets dans l'année. Ça peut être avec, par exemple, alors on n'en a pas trop parlé, mais il y a des moments comme la semaine de la qualité de vie au travail où l'idée c'est d'avoir, de mettre tout le monde en ordre de marche et de mettre un coup de boost et un coup de projecteur sur justement ce sujet-là. Donc, nous, en l'occurrence, on a un programme clé en main qui permet aux entreprises de le mettre en place facilement. Mais ça, c'est une action coup de poing et c'est intéressant pour justement que tout le monde soit engagé au même moment et de spécifier le sujet. Mais c'est pas que ça ne suffit pas, mais disons que une politique RSE, ça se traduit par plein d'actions au fur et à mesure du temps et pas en one shot. Donc c'est un bon début, la semaine de la qualité de vie au travail. Mais par exemple, on peut aussi faire des ateliers bien-être avec de la méditation, du massage assis, de la respiration, de la gestion du stress, des conférences autour de la nutrition. Tout ça va donner les clés aux collaborateurs pour prendre soin d'eux et dépasser certains mécanismes négatifs dans lesquels ils peuvent être. Donc, ils prennent le temps justement de faire attention à eux, à leur santé physique, à leur santé mentale. Et ça donne aussi un bon signal et un signal assez fort auprès de ses collaborateurs sur le fait que l'entreprise prend soin de ses équipes. Donc, on le fait au sein des organisations, auprès de nos clients et les entreprises avec lesquelles on travaille. On le fait aussi en interne. Ce midi, on organise une séance de réflexologie. Et donc, du coup, on va prendre le temps chacun de se recentrer sur soi, d'écouter son corps, d'identifier là où justement on peut, où sont les points de pression pour justement, quand on est face à une situation stressante, quelles ressources on a individuellement pour dépasser la problématique qu'on est en train de rencontrer, quoi. Donc voilà, on peut faire plein de conférences et on fait plein d'activités. C'est encore une fois très adapté à l'entreprise et à ses enjeux. Ça va du massage assis à la respiration guidée, à la conférence effectivement autour du sommeil, à
l'ergonomie des espaces. C'est hyper large et on est spécialiste sur le sujet. Donc oui, on le fait et en interne et en externe. Top. Merci Valentine. Je vous ai mis Bah, le lien merci à vous, vers le profil LinkedIn de Valentine si vous voulez la contacter. Vous avez avec le grand lien plaisir. aussi de Trainme. Eh ben merci. Donc ce qu'on retient de ce webinaire, c'est que la RSE, c'est pas une action en particulier, c'est plein de petites actions, hein. Là, on vous a donné une dizaine d'exemples et finalement, bah, c'est quand même relativement facilement actionnable pour 80% des choses qu'on a citées ce matin. Le tout, c'est de s'y Exactement. mettre et, comme l'a dit Valentine, de fédérer, d'engager les collaborateurs autour du sujet. On ne peut pas Merci le porter beaucoup. seul, effectivement. Merci Merci à tous. Valentine, bonne journée. Ce Bonne webinaire, journée. vous retrouverez le replay demain sur MyRH Line. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.